Notre invitée ce matin, Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Vous étiez silencieuse depuis votre départ du gouvernement. J'étais discrète. Oui, discrète, c'est le moins qu'on puisse dire. Au fait, votre rentrée politique ce matin sur RMC et BFM TV, cette réforme ferroviaire, est-ce que vous demandez le retrait du projet de loi? Elle sera discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Non, je pense que c'est une bonne chose de réunifier RFF, oui, c'est-à-dire les rails, oui, et la SNCF, c'est-à-dire les trains. C'est vrai que le système auquel aboutit la réforme est un peu compliqué parce que les règles européennes imposent cette situation. Donc c'est pas très satisfaisant. Il vaudrait mieux retrouver une seule société, un seul établissement public. Vous qui êtes très européenne, vous êtes très européenne. Oui, mais je suis très européenne. Je suis absolument favorable à une Europe plus intégrée, mais je suis très opposée à une Europe qui impose un certain nombre de réglementations un peu aberrantes. Donc je dis très simplement, dans le cadre possible, cette réforme est une bonne réforme. Je dis aussi que je comprends ce que peuvent ressentir les cheminots. Et je comprends aussi ce que peuvent ressentir ceux qui prennent les transports en commun. Ça m'arrive tous les jours et je peux vous dire que c'est absolument pénible depuis une semaine. C'est une authentique galère. Mais il y a un vrai sujet au sein de la SNCF où beaucoup de sujets se coalisent autour du débat de la réforme, mais je le dis quand même, réunifier les rails et les trains pour que ça fonctionne mieux, c'est une bonne chose. Bon, donc il faut maintenir cette réforme. Oui, mais il faut aussi absolument maintenir le dialogue. Il faut maintenir le dialogue. Vous allez la voter ? Je pense, mais il va y avoir un travail sur les amendements. Est-ce que vous allez la voter ? Vous savez, quand une loi, Monsieur Bourdin, est en débat, on ne sait pas ce qui sera à la fin de ce débat. Je dis que la réforme va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle va vers une réunification. Je dis qu'elle peut être améliorée. Aujourd'hui, vous la votez. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le ministre des Transports qui était avec vous. Mais aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais je dis aussi qu'on ne peut pas faire ce que j'entends depuis quelques jours, c'est-à-dire mépriser les grévistes cheminots. Je sens bien la difficulté de la situation. Je vois aussi ceux qui essayent d'aider les passagers. La situation est vraiment difficile et pénible à vivre pour tout le monde. Mais quand des gens se privent de leur salaire, ils expriment quelque chose et on ne peut pas les mépriser. Voilà, je le dis avec simplicité mais aussi avec franchise. Les intermittents, le gouvernement confirme qu'il validera la convention chômage, contestée par une partie des intermittents. Là aussi, est-ce que le gouvernement a raison ou tort ? Il a tort. Il a tort. Il y a deux annexes qui concernent les intermittents. C'est-à-dire parce qu'il y a deux sujets. Il y a l'ensemble de la convention, mais il y a deux points qui concernent les intermittents. Et je pense, comme Jack Lang, je partage totalement son point de vue, qu'on ne peut pas aggraver la précarité des intermittents. Que oui, il y a sûrement des abus. D'ailleurs, les intermittents eux-mêmes sont prêts à ce qu'on travaille sur ceux qui sont de fait en CDI pour qu'ils sortent de ce régime de l'intermittence. Mais aujourd'hui, la culture dans notre pays et les intermittents, c'est une chance. C'est une chance, les festivals. C'est une chance, une vraie vivacité culturelle, et c'est ce système-là qui le permet. Et le désespoir, parce que il est sincère et il est douloureux, de ceux qui ne jouent pas, ne travaillent pas, alors que c'est le cœur même de leur vie, c'est le cœur de leur art. Là aussi, je pense qu'il faut le comprendre. Et oui, moi, je souhaite vraiment que le dialogue reprenne et que ce ne soit pas ces dispositions qui précarisent encore davantage les intermittents qui soient signées. Je pense que ce serait une grave erreur. Le régime spécifique des intermittents est préservé. Sur le fond, même s'il y a effectivement des modifications. Oui, mais j'ai entendu cet argument, Monsieur Bourdin. On dit 75% ne sont pas touchés. Oui, mais 25% le sont. Non, mais mettons-nous aussi à la place de celles et ceux qui sont salariés dans le privé ailleurs. Oui, c'était mon cas pendant 10 ans. Régime beaucoup plus avantageux pour les... Non, c'est pas vrai. C'est une situation beaucoup plus précaire. Indemnisation quand même plus longue et plus élevée. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être en permanence en train de chercher des contrats de quelques heures ? C'est pas du tout la même chose que d'être en CDI, et c'est même pas la même chose que d'être en CDD. Et simplement, c'est ce qui permet à la vie artistique de notre pays d'être aussi foisonnante. Il y a d'autres pays qui nous l'envient. C'est très peu de choses par rapport à l'ensemble de l'assurance chômage. Donc il faut remettre les choses à leur juste proportion. Oui, et il faut poursuivre la discussion. Il y a effectivement quelques situations qui doivent être changées. Ceux qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel quasiment à plein temps, ils doivent pas relever du régime de l'intermittence, mais il faut pas précariser davantage ceux qui le sont déjà. Et il faut pas oublier qu'un certain nombre de départements ont fait une étude sur les bénéficiaires du RSA. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait de plus en plus de bénéficiaires du RSA qui étaient des anciens intermittents qui avaient perdu leur statut. Des gens qui sont au RSA. Donc il faut comprendre que c'est pas des gens qui profitent du système. Ce discours-là, il est parfaitement scandaleux. Bon, donc vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement
gouvernement qui confirme qu'il validera la convention. Non, je ne suis pas d'accord et je crois d'ailleurs que le groupe écologiste dont je fais partie à l'Assemblée nationale va recevoir les intermittents pour avoir cette discussion avec eux, parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais on ne peut pas précariser. Que va dire le groupe écologiste ? Là, je crois que la position est partagée. Nous soutenons les intermittents. Noël Mamère s'était exprimé en notre nom. Il ne faut pas précariser davantage les intermittents. Le pacte de responsabilité. Alors là, on entre aussi dans le vif du sujet. Manuel Valls s'en appelle au rassemblement et à la responsabilité de la gauche. Vous êtes irresponsable. Mais c'est ça que je trouve assez anormal. C'est-à-dire ? Mais moi, je donne de leçons de responsabilité à personne et il faut en donner pas non plus dans l'autre sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une majorité qui a été élue il y a 2 ans pour porter un projet. Ce projet, il est aujourd'hui amputé d'une grande partie de ce qui faisait le cœur de Mais la politique a changé depuis 2 ans, non, du gouvernement ? Je ne sais pas. La politique a changé. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, le gouvernement s'est éloigné de sa majorité. Manuel Valls dit, nous ne faisons pas de cadeaux aux patrons, nous soutenons les entreprises. Oui, mais ça, moi, je conteste une partie de cette analyse. Quand on donne de l'argent sans contrepartie, c'est-à-dire des exonérations de charges, et des gouvernements précédents l'ont fait, le gouvernement de Fillon l'a fait à hauteur de 4 milliards d'euros. Si je ne me trompe pas, là, on parle de 41 milliards. Il faut voir aussi les montants dont on parle, dont 3 milliards qui vont aller vers la grande distribution, 1 milliard vers les banques. Ce sont des estimations approximatives, mais je pense que la masse n'est pas fausse. Est-ce que ça va créer de l'emploi ? Oui ou non ? C'est pas du tout certain. Vous savez, un plombier, quand il va recevoir un chèque, il va pas forcément embaucher. Il va embaucher s'il a des chantiers. Et pour moi, le débat, je l'ai posé... Si on lui baisse ses charges, il va embaucher si on lui permet de mieux travailler. S'il a du travail, Monsieur Bourdin. Évidemment, s'il a du travail. Et le problème qu'on a aujourd'hui... Le problème, c'est que le plombier, aujourd'hui, pour embaucher... Mais non, mais je voudrais terminer. Pour embaucher, le plombier, aujourd'hui, il est accablé de charges, donc il hésite à embaucher. Non, il n'est pas... D'abord, il ne faut pas dire accablé de. Ah bon ? Accablé de charges, c'est un vocabulaire qui dit quelque chose de... Accablé de charges. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire ? C'est très idéologique. Vous avez le droit. Vous pouvez faire de la politique, Monsieur Bourdin. Non, c'est pas idéologique. Accablé de charges... C'est la réalité. Qu'est-ce que c'est les cotisations sociales ? C'est le moyen d'organiser la solidarité. C'est aussi que le jour où ce plombier il a moins de travail et qu'il licencie son salarié aura et touchera le chômage. Et donc, il ne sera pas dans une grande précarité. C'est ça la solidarité. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans un moment où on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule politique possible, je peux vous dire que la politique, c'est faire des choix. On peut décider qu'on veut davantage de solidarité et on peut décider, et c'est ça mon véritable problème, qu'il faut davantage d'investissement. Je le disais il y a 1 an, Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si on n'investit pas dans les entreprises pour les adapter notamment à l'évolution du prix de l'énergie qui pèse sur un certain nombre de productions, eh bien, on n'y arrivera pas. Pour pouvoir... Vous pensez que les chefs d'entreprise ne joueront jamais le jeu ? Ah non, mais... c'est pas la question de savoir s'ils joueront le jeu ou pas. Au fond de vous, la question, c'est de savoir quel équilibre on crée dans la politique qui est menée entre l'investissement. Oui, elle est mais elle est même très déséquilibrée. Et elle n'est pas en phase avec ce qui était porté il y a 2 ans. Et d'ailleurs, c'est pas seulement un avis personnel, Monsieur Bourdin. Si il y a eu ce score lors des élections municipales et lors des élections européennes, c'est aussi que les électeurs qui ont porté au pouvoir François Hollande ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée. Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'en rendre compte. Et je partage leur avis. Je suis quelqu'un, pour le coup, je suis quelqu'un de modéré et je n'admets pas les leçons de responsabilité ou d'irresponsabilité. Vous ne supportez pas cette leçon que vous donne Manuel Valls. Non, parce que c'est un choix. La politique, c'est décider. Et il n'y a pas une politique qu'on peut mener et le reste qui n'existe pas. Alors, Cécile Duflot, le projet de loi de finances rectificative, vous votez contre ? Mais on va préparer des amendements. On a même déjà déposé des amendements. Et justement, on va faire en sorte que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale pour montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'argent qu'on économise ? Est-ce qu'on peut, pour une partie, l'utiliser pour investir, notamment avec les collectivités locales, pour pouvoir développer des projets ? Pour voter contre, évidemment, à vous entendre. Mais non, je suis partie pour dire que moi j'ai été élue il y a 2 ans. J'ai ensuite été membre d'un gouvernement pour mener un projet politique qui est un projet partagé entre les socialistes et les écologistes. Je vais y revenir. Et je veux qu'on revienne à ce projet. C'est simple quand même. Vous avez signé un accord avec les socialistes. Oui. Il y a 2 ans. Oui. Et dans cet accord, vous promettiez de respecter les choix budgétaires. Alors cherchez bien, relisez cet accord. Si vous trouvez que dans cet accord, il est prévu de mettre 41 milliards d'exonération de cotisations sociales, vous me rappelez.
Oui. C'est ça qui est inédit. La question, Monsieur Bourdin, c'est de savoir qui a changé. Je n'ai pas changé. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui ? Je n'ai pas. Vous êtes dans l'opposition ? Mais je suis complètement dans la majorité. Moi, je pense que si nous faisions ce que nous nous étions engagés à faire, ça irait mieux. Ça irait mieux pour la France, ça irait mieux pour la majorité. Et donc, je veux continuer à défendre cette idée qu'on peut être fidèle à cet engagement. Vous rejoignez les députés socialistes qui contestent le gouvernement, les choix du gouvernement, ou le Front de gauche qui conteste les choix du gouvernement ? Je suis en convergence avec beaucoup des amendements proposés par des députés socialistes qui disent on peut faire autrement. Et c'est ça le sujet. Vous allez vous retrouver, vous réunir ? Oui, je crois qu'on va se voir même la semaine prochaine. C'est normal de travailler ensemble. Pourquoi ? Pour créer un front du refus à la politique du gouvernement ? Non, c'est au contraire. C'est pour créer un front de proposition, pour sortir de ce discours mortifère qui consiste à dire aux gens de notre pays, il n'y a pas de choix. Le seul choix, c'est l'austérité. Le seul choix, c'est la difficulté. Pour construire une alternative, alors. Pour dire qu'on peut faire autrement. Pour faire, vous savez, construire une alternative. Pour être tout simplement, Monsieur Bourdin, des responsables politiques. C'est-à-dire des gens qui s'engagent avec des convictions et qui disent voilà la politique qu'on propose et qui ensuite la mettent en œuvre. C'est quand même très très simple comme situation. Si j'ai bien compris, il y a la politique du gouvernement et cette autre politique de gauche que vous incarnez avec d'autres. C'est cela ? L'originalité, j'ai bien résumé la situation. Vous avez pas mal résumé, mais l'originalité, c'est que cette soi-disant autre politique, c'est celle sur laquelle nous avons été tous élus il y a 2 ans. C'est-à-dire que vous êtes trompé, vous avez été trompé. Non, c'est-à-dire que le gouvernement... C'est-à-dire que vous avez été trompé par François Hollande. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait pas la politique qu'il s'est engagé à faire. Vous avez été trompé. Ça vous surprend pas, enfin c'est une réalité. Non, mais je vous pose la question. Et je vais vous dire ce qui est très désagréable. Vous avez été trahi par le président de la République. Mais moi, je fais attention parce que dans la période, il y a beaucoup de gens qui utilisent des grands mots, que la gauche pourrait mourir, etc. Et qu'on parle de trahison, on parle d'autorité. Vous pensez que la gauche peut mourir ? Cette phrase de Manuel Valls. Je pense que de tout temps, un projet d'émancipation sociale, un projet de justice a existé. Et que quand il y a eu des dictatures, quand il y a eu des moments très violents, la gauche a toujours eu la capacité, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, de renaître. Donc la question est de savoir qu'est-ce que c'est un projet. Cette phrase ? Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est quand on dit ça et qu'on est au pouvoir. Et qu'on est censé être en capacité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est obligé de se dire qu'on est en partie responsable. Moi, je prends ma part et j'ai pris ma part en décidant de ne pas continuer à participer au gouvernement parce que je pense qu'il fallait être fidèle à ses convictions. Et mes convictions sont des convictions écologistes, sont des convictions de gauche et sont des convictions que l'action politique est possible et qu'il faut être fidèle à ce qu'on dit où qu'on soit. Oui. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que on va raser gratis. Ça veut dire que Manuel Valls ne conduit pas une politique de gauche. Ça veut dire que, sous-entendu, ce n'est pas un homme de gauche. Est-ce que c'est Manuel Valls le problème ? Est-ce que c'est Manuel Valls le problème ? Je dis, nous allons faire des propositions en disant, même y compris des propositions qui sont très très raisonnables, parce que les propositions des députés socialistes, c'est des propositions dans le cadre budgétaire prévu par le gouvernement. C'est pas la révolution. Moi, je serais plutôt d'avis de dire que cette espèce de dogme des 3% imposé par l'Europe n'est pas une bonne solution dans un moment où on fait face, si vous me permettez, attendez, laissez-moi finir une seconde. Allez-y, finissez. On est dans un pays et dans un continent qui fait face pas à une petite crise, à une crise très profonde qui est, je suis écologiste, la crise d'un modèle de développement, d'un moment où l'énergie coûte plus cher, où on épuise les ressources naturelles et où il y a le dérèglement climatique. Et que donc il faut, comme on a fait la révolution industrielle, comme on a fait la révolution agraire, il faut penser les choses différemment. Et il faudrait d'ailleurs le faire au niveau européen, aller vers un modèle énergétique très économe en énergie, basé sur les renouvelables, il faut le porter au niveau européen. Vous me disiez tout à l'heure, je suis européenne, oui, on résoudra pas la crise climatique à l'échelle de la France. Mais est-ce que ça, c'est une politique qu'on peut mener ou est-ce qu'on doit être seulement dans le renoncement ? Moi, je pense qu'on peut changer les choses. Et je ne renonce pas. Vous ne renoncez pas, donc aujourd'hui, vous ne votez pas le projet de loi de finances rectificative ? Aujourd'hui, je soutiens, je défends et je veux expliquer. Aussi expliquer aux gens qui nous écoutent les amendements. Est-ce que vous votez à l'Assemblée aujourd'hui ? En l'état. Est-ce que vous votez le pacte de responsabilité en l'état ? Écoutez-moi, Monsieur Bourdin, qu'est-ce que c'est la démocratie ? Qu'est-ce que c'est la démocratie pour vous ? C'est qu'il y ait des députés... Des discussions à l'Assemblée nationale. Et des discussions. Si vous me dites le gouvernement vient avec un projet et tout le monde lève le bras, ça a quel sens qu'il y ait des parlementaires ? À ce moment-là, il y a un gouvernement, d'ailleurs c'est un autre régime, c'est pas très démocratique, et puis c'est tout. Moi, j'ai porté une loi, on a débattu cette loi pendant des dizaines d'heures, on en a parlé avec les députés, avec les sénateurs, la loi qui a été votée par tous les écologistes, tous les socialistes, tous les communistes, tous les radicaux, c'était pas la même que celle que j'avais apportée, parce que ça s'appelle la démocratie. Et ce dont a besoin notre pays aujourd'hui, c'est la démocratie. Parce que quand on dit, Monsieur Bourdin, il y a une seule solution politique... Il n'y a plus de démocratie aujourd'hui ? Vous êtes gonflé. Je répondais à votre question qui est
osé dire... Je vous explique pourquoi je vous dis ça, Cécile Dufaux. Parce que Manuel Valls dit et répète, il y a une politique, nous allons appliquer la politique et c'est la seule politique possible. Ça, je suis en désaccord total. Il n'y a pas une politique. Vous savez qui l'a dit? Très bien. C'est François Hollande, au Bourget. Il n'a pas seulement parlé de la finance. Il a dit « Je n'accepterai jamais qu'on dise qu'il n'y a qu'une seule politique possible ». Et il a raison. Et d'ailleurs, est-ce Manuel Valls le problème? Je vous pose la question. Mais il n'y a pas d'individus qui sont des problèmes. La question, c'est la politique menée. Vous n'aimez pas. Vous avez choisi de ne pas rester au gouvernement parce que c'était Manuel Valls qui était nommé Premier ministre. Et la preuve aujourd'hui, parce que je ne suis pas d'accord avec la politique qui est menée. Et surtout pas après ce qui s'est passé lors des élections municipales, où les électeurs de gauche qui nous ont fait confiance il y a 2 ans. Ah ben je suis honnête. C'est parce que Manuel Valls a été nommé Premier ministre que vous avez choisi de ne pas rentrer au gouvernement. Mais parce que nommer Manuel Valls, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, c'était aller encore un pas de plus dans ses choix politiques avec lesquels je suis en désaccord. Moi, ce qui m'étonne... Vous avez choisi de ne pas travailler avec lui. Ce qui m'étonne, Monsieur Bourdin, c'est qu'on reproche à des responsables politiques de ne pas être en phase avec ses convictions. C'est pas facile de décider de ne pas participer à un gouvernement. C'était extrêmement... J'avais le sentiment d'être utile à mon pays en étant ministre, Monsieur Bourdin. Vraiment. Et donc, mais en revanche... Vous l'avez dit à François Hollande? Mais bien sûr, il le sait. C'était la raison de votre choix. Mais que je veux être fidèle à mes convictions. Que je veux être fidèle à mes convictions, Monsieur Bourdin, oui, je l'ai toujours été. Et même quand c'est difficile, je pense qu'à ces moments-là, et y compris justement pour faire vivre la démocratie, il faut pouvoir... Ça veut dire que Jean-Vincent Placé a changé de conviction? Mais vous lui demanderez. On n'est pas d'accord, c'est pas un secret. Oui. C'est pour ça que je vous interroge. C'est pour ça que je vous pose la question. Vous serez candidate à la présidentielle? Eh bien, je vais vous dire, il y a un vrai sujet, moi, qui m'obsède, c'est que dans ce pays, on ne peut plus réfléchir quand on parle de politique sans parler de présidentielle. Voilà, on se dit que machin veut être candidat à la présidence de l'UMP pour 2017 ou pour 2022. Je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'intéresse... politique, ça? Oui, je pense. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est 2014, 2015. Mais non. Vous, la première. Mais vous savez pourquoi? Je vais être franche avec vous. Alors, allez-y. Parce que 3 ans avant la présidentielle de 2012, tout le monde disait que Dominique Strauss-Kahn serait élu président de la République. Et vous savez ce qui s'est passé. Donc la vie politique, les choses changent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de porter des solutions. Parce que je pense qu'on est dans un pays qui va mal, qui a mal. Mais franchement, la question se pose vraiment pas. Vous savez où on peut être dans 3 ans? On a vécu cet hiver. Vous savez, vous m'avez entendu, ça fait longtemps que vous m'invitez parler de la question du dérèglement climatique. Ça faisait sourire tout le monde. Il y avait des gens comme Monsieur Allègre qui expliquaient que c'était pas vrai. Demandez aux habitants de la côte landaise, demandez aux Bretons s'ils vivent pas déjà les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, moi, je mesure l'importance d'agir. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse dans la politique. Tiens, justement, l'écotaxe, enfin, on peut plus appeler ça une écotaxe, ce sera une contribution climat, une contribution aux infrastructures. Je dis simplement qu'il faut faire en sorte que les marchandises... Quelle est votre position là aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne décision. Vous savez, ça avait été voté par la gauche et par la droite, porté par la droite à l'époque du Grenelle. C'est-à-dire faire payer à son vrai prix le transport sur la route pour remettre les marchandises sur les trains et surtout éviter que des cochons qui ont été élevés en Bretagne aillent dans des abattoirs en Allemagne. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faut non seulement la mettre en place, mais utiliser cet argent pour rénover le réseau ferroviaire. Parce qu'aujourd'hui, on a des voies ferrées sur lesquelles les trains ne peuvent circuler qu'à 30 km/h pour des questions de sécurité. On sait ce qui s'est passé à Brétigny. Il y a besoin d'investir dans le réseau ferré français pour pouvoir développer le transport en commun, mais aussi le transport ferroviaire des marchandises. Et la loi sur la transition énergétique qui se fait attendre. Vous l'avez remarqué comme moi. Mais nous verrons. Mais c'est un enjeu, je vous ai parlé du climat. C'est un enjeu décisif. Et il y a 3 choses à faire, très importantes. Développer les renouvelables, économiser l'énergie, ce qui fera aussi gagner de l'argent à ceux qui n'arrivent plus à se chauffer. Aujourd'hui, on habite dans un certain nombre de maisons qui sont des passoires énergétiques. Et enfin, faire diminuer le nucléaire, qui nous coûte de plus en plus cher et qui ne résout pas nos problèmes énergétiques. Eh bien, je pense qu'il faut que cette loi soit pas seulement une loi d'intention, mais qu'elle montre que sur ces 3 chantiers-là, il y a la volonté traduite, y compris de manière chiffrée, et aussi les moyens d'investissement pour préparer l'avenir. Est-ce que vous êtes favorable à une taxe sur les voitures neuves diesel? Mais je pense que c'est une erreur de développer des véhicules diesel. C'est une erreur pour la santé. Parce qu'il y a une taxe, il y a une discussion au Sénat. Écoutez-moi, vous avez vu? C'est une erreur pour la santé.
Et c'est une erreur pour l'industrie française. On a artificiellement, c'est intéressant de voir les dirigeants politiques. En France, Monsieur Bourdin, on a poussé certaines entreprises, dont PSA, à faire des véhicules diesel. Mais alors comment faire ? Attendez, laissez-moi finir, avec un avantage comparatif, c'est-à-dire une exonération du gasoil, qui a fait qu'on a des voitures qu'on n'arrive plus à exporter. Parce que dans beaucoup de pays, on arrête d'importer des véhicules diesel. Donc il faut faire en sorte qu'on ne produise plus ces véhicules, mais qu'on en produise d'autres, beaucoup plus économes. Comment fait-on faire en sorte C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, quand on parle de politique, c'est de dire qu'il faut réorienter une grande partie de notre activité industrielle, pas revenir aux années 70. Pas continuer à faire des aéroports, mais moderniser notre activité, trouver des véhicules moins lourds, moins polluants, moins consommateurs d'énergie, travailler sur le partage de ces véhicules, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se déplacer, pas forcément de posséder une voiture. Il faut inventer l'avenir. Et aujourd'hui, en France, on a peur d'inventer l'avenir, et les politiques sur les questions écologistes, et ça c'est mon regret, sont très en retard, y compris par rapport aux chefs d'entreprise. Dernière question sur le logement. Est-ce que vous comprendriez qu'on remette en cause votre loi sur le logement ? Mais non. Mais non, parce que moi je connais les gens qui habitent dans ce pays. Pour une grande part d'entre eux, ils ont de plus en plus de difficultés à se loger. Les loyers ont augmenté dans un certain nombre d'endroits de 40% en 10 ans. Pas les salaires, pas les salaires. Parce que les honoraires, les frais d'agence, eux aussi, se sont alignés sur les loyers, que donc on est dans une situation où un bien donc l'encadrement des loyers, il faut absolument maintenir ? Bien sûr, mais c'est utile à tout le monde. C'est utile à tout le monde. La bulle immobilière, elle est bonne pour personne. Et le logement, c'est un bien de première nécessité. On n'a plus assez de poils pour vivre dans des cavernes, Monsieur Bourdin. On a besoin d'un toit sur la tête. C'est un élément de base. Donc il faut qu'on puisse se loger. Donc il faut qu'on fasse baisser le prix du logement pour l'ensemble des habitants de ce pays. Et je le dis, tous les propriétaires d'ailleurs qui louent convenablement leur logement, ils sont pas visés par cette loi. C'est une loi contre les abus. C'est une loi contre ceux qui ont profité de la misère. On ne construit pas en France. Oui, ça c'est un autre sujet. Et c'est un sujet très important. Et pour construire, il y a 3 choses importantes à faire. De l'investissement public. Au début de l'année 2013, il y avait 70 000 logements sociaux qui étaient prévus. On a mobilisé beaucoup de financements. On est passé à la fin de l'année 2013, peu de temps avant que je m'en aille, à 130 000 logements sociaux. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, un logement construit, c'est 2 emplois. Vous voyez l'effet que ça a sur l'amélioration de la situation et sur l'emploi. Deuxième sujet, il faut de l'investissement public des collectivités locales. Si vous voulez construire un quartier, il faut construire une école. Donc quand les mairies, quand les intercommunalités n'ont plus les moyens de construire une école, elles n'ouvrent pas de quartier à la construction. Et il faut dire cette réalité. Troisième chose, il faut que les ménages, les familles puissent elles aussi investir. Pourquoi ? Pas pour louer. 50% de la construction neuve, c'est l'acquisition. Et aujourd'hui, les gens ont peur de l'avenir. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont pas les moyens. Ils sont au chômage partiel. Les banques sont de plus en plus difficiles. Donc il faut soutenir l'investissement. C'est ça, préparer l'avenir. Et c'est ça la responsabilité des politiques. Merci Cécile Duflot. 8h57.